Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des entretiens que je fais sur UPR TV pour vous annoncer la présence sur notre liste de personnalités extérieures à l'UPR, j'ai déjà eu l'occasion, vous vous rappelez, de vous présenter le général Henri Roure, qui est en deuxième section, et qui a eu une carrière prestigieuse, qui a dirigé les troupes françaises au Gabon, qui est un officier général des troupes de marine, qui a été proche de l'état-major ensuite, et qui figurait en 2019 sur la liste pour les élections européennes de Nicolas Dupont-Aignan, et qui nous a ralliés, qui nous avait ralliés parce qu'il estime qu'en fait, tout bien réfléchi, la seule solution, c'est en effet de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a dans l'entourage du général, que je salue d'ailleurs ici, il y a un certain nombre de personnalités, de hauts gradés de l'armée à la retraite qui sont en fait qui partagent tout à fait son sentiment. J'ai eu l'occasion aussi de vous présenter, vous vous rappelez, dans un tout autre genre, Pierre-Yves Colomba, qui est retraité, qui lui a été notamment maire de petit village, conseiller général, puis conseiller départemental du Var, qui est un philosophe de formation et ensuite un professeur dans les collèges, et qui a été ensuite sénateur apparenté au Parti socialiste, puis sénateur apparenté au Parti communiste, et qui, entre autres choses, a été également vice-président de l'Assemblée des maires ruraux de France, maires ruraux, et que j'avais reçu, vous vous rappelez, qui nous expliquait à quel point, à son avis, il fallait défendre les petites communes de France, qui étaient quand même l'échelon numéro 1 de la démocratie. Il a dit qu'il était homme de gauche, viscéralement homme de gauche, mais que quand la nécessité fait loi, puisqu'il partage notre sentiment que la France est très menacée, eh bien il s'est dit qu'il fallait qu'il rallie également notre liste, qui est une liste d'union nationale. Je me permets de signaler que nous sommes d'ailleurs les seuls à présenter une liste avec des personnalités aussi différentes. Alors là, c'est une troisième personnalité que je vous présente. C'est encore un autre genre. Et il s'appelle Patrice Lombard de Buffière de Rambuteau, c'est son vrai nom. En fait, tout le monde l'appelle Patrice, enfin tous les gens qui le connaissent l'appellent Patrice de Rambuteau, que j'ai connu lors d'une mission de l'inspection générale des finances il y a déjà un certain temps. Bonjour Patrice. Bonjour Président. Comment allez-vous ? Écoutez, fort bien. Je suis très honoré d'être reçu par vous. Alors vous êtes maintenant à la retraite, vous êtes exploitant forestier. Écoute, je m'occupe depuis 3 ou 4 ans d'une jolie propriété de famille qui est en Bourgogne, dont je porte le nom. C'est le château de Rambuteau. Qui est à Rambuteau. Donc je suis très attaché à mes racines bourguignonnes. Et c'est un très grand plaisir d'être là-bas. Alors, en fait, on se connaît quand même assez bien. Pendant plusieurs décennies, on s'était quand même un petit peu perdu de vue. Mais enfin, ça nous rappelle un peu des souvenirs de jeunesse, parce que je suis sorti de l'ENA en 1985 à la promotion de Léonard de Vinci, et Patrice de Rambuteau est sorti l'année suivante, en 1986, à la promotion d'Hydro. Et le hasard des missions avait fait qu'un jour, l'inspection générale des finances, vous étiez sorti au ministère de l'Industrie, c'est ça ? Nous avions conjointement été envoyés dans une mission pour aller vérifier la chapelle d'Arblay. La chapelle d'Arblay, c'était une entreprise de papeterie qui se trouvait à Grand-Quevilly, je crois, dans la circonscription de Laurent Fabius, en Seine-Maritime. Et lorsqu'il y a eu le changement de majorité et que Chirac était redevenu Premier ministre en 86, il avait déjà été de 1974 à 1976, Jacques Chirac avait pris comme ministre de l'économie et des finances Édouard Balladur, son ami de 30 ans, et M. Balladur avait commandité une mission d'inspection des fonds qui avaient été versés à la chapelle d'Arblay, et cette mission devait être à la fois inspection générale des finances et ministère de l'Industrie, et donc c'était tombé sur vous et sur moi, c'est comme ça qu'on s'était connus. Oui, et vous aviez fait un rapport qui était très, très, très remarquable. En très peu de temps, vous aviez saisi la complexité du projet et fait une note pour Balladur. Et dans votre note, vous aviez noté que le président de la chapelle d'Arblay, qui était riche à centaines de millions de francs à l'époque, mais quand même riche potentiellement, mettait sur ses notes de frais des cartes postales à 50 centimes. Et Balladur avait noté dans la marge « Monsieur X est un voyou, qu'on s'en débarrasse ». Et la carte postale à 50 centimes avait coûté très 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 cher au propriétaire en question.
En fait, on avait beaucoup rigolé dans cette mission avec Patrice de Rambuteau, parce que quand on allait éplucher, c'est le travail d'un inspecteur des finances, mais lui représentait le ministère de l'Industrie. D'abord, on avait sympathisé, et on avait beaucoup rigolé parce que on trouvait des dépenses extraordinaires. Le PDG passait son temps à prendre un avion privé pour aller, pour des motifs prétendument professionnels, mais pour un oui, pour un non, il allait en Finlande, il allait en Scandinavie pour de la pâte à papier, je suppose. Il y avait quand même des dépenses absolument somptuaires, mais effectivement, c'est un peu comme Al Capone qui tombe sur une affaire de fraude fiscale. Donc lui, il était tombé sur l'affaire. J'avais pointé que ce monsieur qui était riche à millions et à millions faisait rembourser des achats de cartes postales pour envoyer à ses amis. Donc on avait bien rigolé. Patrice de Rambuteau m'avait aussi fait rigoler, je l'avoue, parce que il m'avait expliqué un jour qu'il habitait rue Rambuteau, à Paris. Et donc c'était une coquetterie, parce que son air, comme ça, il a beaucoup d'humour. C'est une coquetterie, ça m'avait fait penser lorsque Victor Hugo, qui habitait avenue du Bois, je crois, il me semble, et qui avait été rebaptisé avenue Victor Hugo, les gens écrivaient à Victor Hugo, c'était à la fin du 19e siècle, à Monsieur Victor Hugo en son avenue. Alors, Patrice de Rambuteau, vous habitiez rue Rambuteau, et donc vous m'avez expliqué qui était Rambuteau, dont vous descendez directement. Oui, Rambuteau, c'est mon trisaïeul ou bisaïeul, en fait, c'était l'arrière-grand-père de mon grand-père, qui avait fait sa carrière en la commençant sous Napoléon comme chambellan. C'était un peu l'ENA de l'époque, en fait. Chambellan. Il suivait l'empereur partout. C'était le porte-serviette. On dirait un conte d'Andersen, hein. Mais il avait la clé de la chambre de l'empereur et il le suivait partout la journée. Et il avait, à 25 ou 26 ans, tout appris avec lui. Il le suivait au Conseil d'État. Et Napoléon Ier. Hein, Napoléon Ier. Et ensuite, il a été nommé préfet en Suisse. C'était déjà un peu la fin de l'Empire, c'était 1813. Et il avait géré assez bien le rapatriement des troupes françaises qui revenaient de Russie et qui ont traversé la Suisse. Et de retour en France, il a croisé Charles X. Et Charles X l'a regardé de très haut en disant « Monsieur de Rambuteau est un révolutionnaire ». Ce qui l'avait beaucoup blessé, parce qu'il avait servi l'empereur, il était très patriote, et le fait d'avoir servi l'empereur ne faisait pas de lui un révolutionnaire, en fait. Bon. Et il a été éjecté de la carrière préfectorale. Ah oui, mais Charles X était quand même connu pour son esprit assez étroit. Hein. Oui. Et il lui en a gardé un peu un chien de sa chienne. En fait, il s'est présenté en 1824, où il a été élu brillamment député de Saône-et-Loire, contre Lamartine, où il avait 10 fois plus de voix que Lamartine. Ah oui. L'élection a été annulée, il s'est représenté en 1828, là ça a été confirmé, puis il a contribué un petit peu au renversement de Charles X au moment de la Révolution de 1830, qui a été une révolution extrêmement populaire, peu sanglante, très populaire. Et ce n'était pas un grand orateur, c'était un très gros piocheur, disait-il, un très gros bosseur. Et Thiers lui avait conseillé, plutôt que d'être ministre, de prendre la préfecture de Paris. Donc il était préfet de Paris. À partir de quand alors ? 1833 et 1848. C'était quoi son prénom Lui s'appelait Claude Philibert. Philibert, c'est le patron de la Bourgogne, et Claude, c'est le prénom de famille. Enfin, d'accord, Claude Philibert de Rambuteau, qui devient donc préfet de police de Paris. Non, préfet de Paris. Préfet de Paris, pardon. Préfet de Paris, c'était une responsabilité qui était très très large. On s'occupait des écoles, de l'urbanisme, de la voirie, de l'enseignement, de l'architecture, des beaux-arts, etc. Et il a fait un travail absolument gigantesque en l'espace de 15 ans. Donc là, c'est sous Louis-Philippe, alors. Sous Louis-Philippe. Un travail qui a été un peu méconnu, mais il avait lancé des grands chantiers. C'est lui qui a préservé, c'est lui qui a créé la place de la Concorde telle qu'elle existe, qui a préservé les Champs-Élysées, qui a construit l'hôtel de ville, qui a commencé, c'était l'époque des gares, des grands travaux d'urbanisme. Et en 15 ans, il a abattu un travail gigantesque. C'est lui qui a fait installer l'obélisque de la Concorde ? Oui, alors l'obélisque de la Concorde, à titre anecdotique, c'était un enjeu politique qui était assez délicat parce que c'était place de la Concorde. Louis XVI avait été guillotiné, place de la Concorde. Et donc les légitimistes, la droite de l'époque voulait bâtir une chapelle expiatoire. Les libéraux voulaient mettre une statue de la liberté. Enfin bon. Et heureusement, il y avait l'obélisque. Alors le préfet a dit on va mettre l'obélisque, comme ça tout le monde va être d'accord. Il y a eu une grande fête, et ça a été un moment très important de réconciliation assez tôt dans sa mandature.
Donc, vous êtes allé un peu vite parce que, enfin, on en a parlé précédemment, mais moi, j'ai appris des tas de choses grâce à vous. Vous êtes quand même un morceau vivant de l'histoire de France. Et notamment, c'est votre aïeul, donc le préfet de Paris, Rambuteau, qui a, en fait, permis le maintien et la création des Champs-Élysées, en fait. Oui, parce que son collègue Ouman, qui était ministre des Finances, voulait lotir les Champs-Élysées et il s'était beaucoup battu pour... Donc construire des maisons, en fait. Oui, pour construire. Et on aurait perdu cette belle perspective des Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde. Ouais, c'est grâce à votre... Enfin, je crois, oui. C'est un de ses titres de gloire qui a été oublié. Mais s'il n'avait pas été là, les Champs-Élysées ressembleraient au boulevard Haussmann, enfin, à ce quartier-là. Il a aussi créé les Halles de Paris ou... Alors, il a lancé le projet des Halles. C'était, déjà, à l'époque, on se posait la question de savoir si les Halles devaient rester dans Paris intramuros ou être envoyées en banlieue. Il a eu cette remarque assez juste. Les Halles, c'est le Louvre des Parisiens. C'était le Paris populaire. Il aimait beaucoup ce Paris populaire. Il regrette dans ses mémoires, il a écrit des mémoires à la fin de sa vie, et il regrette la disparition du Paris populaire, déjà à l'époque, qui avait été lancé par Haussmann. Haussmann était... enfin, une idée sous-jacente de l'urbanisme d'Haussmann était d'éjecter tout le populo parisien en banlieue. Oui, en créant des grandes artères où on pourrait donner la cavalerie pour empêcher les manifestations. Des garnisons partout. L'île de la Cité qui a été ravagée. Enfin bon, alors ça, Haussmann, il arrive après, en fait. Il arrive après, il va... Mais les idées d'Haussmann, déjà, étaient un peu dans l'air, si on peut dire. C'était cette idée de création d'artères. La rue Lafayette, un exemple, la rue Lafayette date de l'époque du préfet. Du préfet Rambuteau. Du préfet Rambuteau. C'est lui aussi qui a installé qui a commencé à installer l'éclairage de Paris. L'éclairage, alors on l'a beaucoup charrié. Pour les vieux Parisiens, Rambuteau, c'était les pissotières. Ah bon? Parce que les premières Vespasiennes, les colonnes, ça ressemble un peu à des colonnes Maurice, on les appelait les colonnes Rambuteau. Ah bon? En 1833, c'est la dernière épidémie de choléra et tous les enjeux d'hygiène étaient très importants. Et donc il a fait installer comme ça des toilettes, des WC publics. Des WC publics qui n'existaient pas. On appelait ça des Vespasiennes encore à l'époque. C'était des Rambuteaux, je crois vraiment. Le terme c'était des Rambuteaux, c'était les colonnes Rambuteaux. Oui, on imagine peut-être effectivement des chansons paillardes sur le sujet. Il y a quelques poèmes assez rigolos, oui, ça amusait les Parisiens. Oui. Et c'était quelqu'un qui était très observateur. Il adorait la nature. C'est lui qui a eu la très bonne idée de planter des arbres le long des avenues et des quais à Paris. Ah oui, aussi. Ce qui est une particularité. Il n'y a pas beaucoup de capitales européennes avec des arbres. Il adorait les arbres. C'était une folie chez lui, c'était son plaisir. C'était le prédécesseur d'Anne Hidalgo, quoi, en gros. Mais beaucoup plus, très, très fin connaisseur de la nature. Il dépensait des fortunes dans l'achat de plantes, il suivait les cours, des cours au Jardin des Plantes. Enfin, c'était vraiment quelqu'un... Il était très observateur. Et dans ses responsabilités, il avait notamment la responsabilité des hôpitaux, mais des maternités. Et il avait observé que les salles d'accouchement étaient proches des salles de dissection et que les étudiants qui sortaient des salles de dissection allaient faire accoucher les femmes. Il avait trouvé ça contraire aux règles d'hygiène, donc il avait envoyé les salles de dissection à Bicêtre et gardé, ce qui a complètement fait chuter une cause de mortalité énorme qui était la fièvre puerpérale. Ça fait un grand succès. Et ensuite, on a dit que Semmelweis, vous savez Semmelweis, qui était un chirurgien autrichien, qui a fait l'objet de la première thèse de Céline. En fait, il a écrit sur Semmelweis, qui avait préconisé la même chose en Autriche et qui avait été maltraité par ses confrères, en fait. À Paris, c'était l'ancêtre Rambuteau. Et ça fait l'objet d'une ligne dans ses mémoires. Alors que ça a sauvé des milliers et des milliers de vies humaines, simplement par une qualité d'observation. Il a participé à la création, comment dirais-je, de tous les... le tout à l'égout, des choses comme ça. Il a commencé le tout à l'égout, il a beaucoup développé le réseau d'eau potable. À la fin, en 1848, il avait pratiquement négocié l'accès à l'eau potable de tous les immeubles parisiens, avec l'ancêtre de la compagnie des... dès 1848. Dès 1848, c'était... Ah oui, donc c'était vraiment un gros travailleur et quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, en fait.
plein de bon sens, une personnalité vraiment extrêmement sympathique, et qui était aimé des Parisiens. En 1848, il est parti avec son tableau, ses affaires, etc. Il n'y a pas eu de problème, il se baladait sur les barricades. L'instruction populaire, c'était aussi un de ses domaines, et à l'époque, les ouvriers se formaient énormément le soir. Il y avait des cours du soir, et ça l'intéressait beaucoup. Enfin, son idéal de réussite, c'était des gens d'origine très, très simple. Enfin, c'était quelqu'un qui s'appelait Caille, par exemple, qui avait fait une immense fortune, mais qui était resté ouvrier. Enfin, c'était un ouvrier qui avait fait fortune et qui était resté très proche de ses ouvriers, qui a d'ailleurs légué son hôtel ce qui est devenu la mairie du 8e arrondissement à Paris. C'était des gens... Oui, donc votre ancêtre était finalement très français, en ce sens qu'il était pour une espèce de justice sociale, d'avancement au mérite. C'était un peu les idéaux de la Révolution française, en fait, qui avaient été... Et pas du tout prétentieux, pas du tout... il n'aimait pas ce qu'il appelait les légitimistes au pardon insolent. Les gens... dont Chateaubriand parle, je crois, dans La vie de Rancé, en disant ils comptent leurs aïeux quand ils ne comptent plus. Enfin, c'était pas du tout son style. Non. Il était resté monarque, mais il était en fait préfet de Paris avec Louis-Philippe, donc avec un Orléans, quoi. Ça ne lui posait pas de difficultés. Et ensuite, Napoléon III lui propose d'être membre de la Chambre des Pairs. Il avait déjà servi l'Empire, le Premier Empire, quand même un petit peu la Restauration, le 18, un peu oui, et puis la monarchie de Juillet. Et quand Napoléon III lui propose de devenir pair de France, il dit non. Il reste fidèle aux Orléans. Enfin, cette idée de conciliation, et donc il se retire, il va mourir en 1869, donc assez tard, assez vieux. Ah oui, et il se retire où alors, dans les terres? Il se retire à Rambuteau, qui est donc la terre qu'il a en Saône-et-Loire. Et là où vous habitez en ce moment, j'ai la chance de bénéficier un château ravissant avec dans une jolie propriété qui a été aménagée par lui. Enfin, c'était... Alors ça, c'est quelque chose que je trouve, ça me bluffe un peu. Patrice de Rambuteau, vous habitiez à Paris, rue Rambuteau. Oui, ça c'est un peu hasard. Vous avez encore un pied-à-terre rue Rambuteau? Oui. Donc il a un pied-à-terre rue Rambuteau et il habite en Saône-et-Loire au château de Rambuteau. C'est assez pratique quand même pour avoir... Alors ça, c'est donc... Mais ça n'est qu'une partie de votre illustration familiale, parce qu'il y en a d'autres. Alors, d'où tenez-vous votre prénom, Patrice? Alors, c'était le grand-père de ma grand-mère, qui était le premier président de la République, qui était maréchal Patrice de Mac-Mahon, donc, qui était même chose, qui est quelqu'un qui avait commencé sa carrière avant 1830, qui a servi Louis-Philippe, qui a servi évidemment Napoléon III, qui a été fait duc de Magenta à Magenta, la bataille de Magenta, et qui en 1870 est devenu le premier président de la République française. En 1873 Non, 73, excusez-moi. Oui, 73, il y a eu quand même Adolphe Thiers. C'est même le troisième président de la République française. Parce qu'il y a eu le premier, ça a été Louis-Napoléon Bonaparte. Ça s'est mal terminé, il a fait un coup d'État pour se proclamer empereur. Ensuite, il y a eu donc Adolphe Thiers. Et après, Patrice de Mac-Mahon, mais qui a été, en effet, on peut dire d'une certaine façon le premier, parce que c'est lui qui arrive après l'amendement Voillon, qui crée le septennat. Parce qu'avant, on ne savait pas très bien ce que c'était, c'est ça. Et donc, Patrice de Mac-Mahon, c'est une famille d'origine irlandaise ou écossaise? Ce sont des jacobites, c'est-à-dire des gens qui étaient restés fidèles aux Stuarts, qui avaient émigré en France. Et il y avait une immigration jacobite qui a été très importante. On dit qu'il y a presque autant de jacobites arrivés en France que de huguenots qui ont quitté la France. Ça fait partie de ces grands mouvements... que les Français ne connaissent pas forcément très bien. Oui. Et les jacobites étaient souvent d'excellents militaires. Il y a eu pas mal de généraux, enfin de militaires, de brigadiers, etc. Les O'Mahony, les O'Brien, les Mac-Mahon, les MacDonald, etc. Enfin bon, c'était des militaires. D'une famille très traditionnelle, très traditionnaliste, enfin... Donc ça, c'est le grand-père de votre grand-mère. C'était le grand-père de ma grand-mère. D'une de vos grand-mères. Oui, ma grand-mère paternelle, donc du côté Rambuteau. Donc vous descendez aussi, non seulement du préfet Rambuteau, mais aussi donc du troisième président de la République française. C'est ça. Qui était quelqu'un qui est un peu brocardé, vous savez, on se moque un peu de Mac-Mahon. C'était quelqu'un de très droit. Oui, celui qui est allé à Toulouse au moment des inondations, c'est bien ça. Qui a dit que d'eau. Que d'eau. Oui, mais ça n'a, si on réfléchit... c'est resté célèbre. On dirait.
quand il pleut beaucoup, on dit il pleut beaucoup. Qu'est-ce qu'il pleut? Qu'est-ce qu'il pleut? Enfin bon, il disait que d'eau, que d'eau. Oui, parce que c'était les débordements, c'était des gaves, hein, je crois, c'est ça, qui par moment prennent une allure torrentielle lorsqu'il y a eu des intempéries et qui avaient inondé, en fait, je crois, la ville de Toulouse. Hein, je dis ça de mémoire. Et donc, il était arrivé à Toulouse, il y avait de l'eau qui avait monté au-dessus de la Garonne, qui avait envahi les rues. Et il avait dit, donc il était le président de la République, et il avait dit « Oh, que d'eau, que d'eau ». Alors c'est assez célèbre. Oui, c'est vrai, mais il a été brocardé, mais il était très, comment dirais-je, c'était quelqu'un de très droit, de très honnête, qui n'était pas nul. Hein. On ne devient pas maréchal de France et président de la République en étant nul. Mais c'était pas un politicien. Et quand on lui a demandé de signer une liste de révocation d'officiers généraux pour des raisons politiques, c'est là où il va y avoir un conflit et il va finir par se démettre. Ah oui, alors, il reste aussi, enfin, vous en connaissez mieux plus que beaucoup de gens, puisque c'est vraiment votre ascendant direct. Il reste aussi connu dans l'histoire de France, Patrice de MacMahon, pour avoir été un président de la République, mais monarchiste en fait. Il était monarchiste de cœur, évidemment. Monarchiste de cœur. Mais donc il était plutôt côté Orléans. Il était du côté Orléans, mais quand le comte de Chambord va à Versailles et demande à être reçu par MacMahon, MacMahon refuse de le recevoir en disant qu'il outrepasserait ses fonctions de président, que ce serait contraire à son honneur. Donc, il est très respectueux de sa fonction de président de la République. Ah oui, quand même. Oui, mais alors il était peut-être plutôt du côté du blanc d'œuf et non pas du blanc d'Espagne, comme on dit. C'est plutôt du côté des Orléans. C'est peut-être pour ça, non? Non. Il aurait fait la même chose avec les Orléanistes, je crois. Ah oui? C'était. Ah d'accord. Il n'a pas. C'était quelqu'un de droit, peut-être exagérément droit. En France, on aime bien les tordus. Oui, enfin, des limites. Et qu'est-ce que je veux dire? On arrive à la crise du 16 mai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous ça. C'est en 1876, je crois. C'est Gambetta qui s'adresse à lui. Il faut se soumettre ou se démettre. Il dissout l'Assemblée. Et puis, il y aura la majorité à l'époque royaliste a fondu. Ça va être le début de la Troisième République. Et il se soumettra, il quittera ses fonctions et sera remplacé. Parce qu'en fait, MacMahon avait une conception assez monarchiste de la présidence de la République. Et je crois me rappeler de mes cours d'histoire qu'il estimait qu'il pouvait éventuellement braver un vote de l'Assemblée nationale. Et donc, c'était justement ça. C'était qui? C'était l'appel au peuple, en fait. C'est un des premiers à avoir fait appel au peuple pour arbitrer un conflit entre lui et l'Assemblée. Et De Gaulle fera la même chose en 69. Vous comparez MacMahon à De Gaulle? Oui, c'était plutôt à son honneur. D'accord. Et il s'est démis. Alors Gambetta, qui a créé l'Union républicaine, c'est pas l'Union populaire républicaine, mais l'Union républicaine, et au moment de la grande crise donc, du 16 mai, a parcouru la France, en effet, pour essayer... Donc lui, Gambetta était plutôt classé à gauche, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une partie de votre famille. Mais il y en a d'autres. Alors on va découvrir le reste. Alors ensuite, toujours du côté paternel, le fils de MacMahon va se marier avec la petite-fille, ou l'arrière-petite-fille de Louis-Philippe, qui était donc une princesse d'Orléans. Dès l'époque, donc... Ma grand-mère était à la fois petite-fille du premier président de la République et arrière-petite-fille de Louis-Philippe. Et bon, c'était un mélange assez sympathique qui remerciait MacMahon de ce qu'il avait fait pour la monarchie. Et du côté de ma grand-mère, c'était donc les Orléans. Donc avant la guerre de 40, c'était encore des gens qui cousinaient avec des Espagnols, avec des Belges, avec des Allemands, enfin c'était avec des Grecs, c'était une famille qui avait des ramifications un peu dans toute l'Europe. Et le souvenir n'était pas très loin, le prince de Joinville, il meurt en 1900, ma grand-mère naît en 1900. Donc c'était pas très très loin, il y avait encore... Alors le prince de Joinville, par rapport à vous, c'est... C'était l'arrière-grand-père de ma grand-mère. Le prince de Joinville, je parle sous votre contrôle, c'est le deuxième fils de Louis-Philippe. Oui. Le premier fils s'appelait Ferdinand. Ferdinand qui d'Orléans. Qui était le dauphin et qui malheureusement a eu une chute de cheval
à la Porte-Maillot. Il y a d'ailleurs une chapelle à cette occasion. Il y a d'ailleurs la paroisse Saint-Ferdinand. Et donc lui, qui était le dauphin, décède donc prématurément. Accidentellement en 1840. En 1840. Donc son père étant sur le trône. Oui, voilà. Et c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Quand on lit ses souvenirs de jeunesse qu'il écrit à 20 ans, c'est d'une intelligence, remarquablement écrit, très perspicace. Et Louis-Philippe disait qu'il avait, dans sa nombreuse, il avait 8 ou 9 enfants, et qu'il en avait élevé un pour diriger et les autres pour obéir. Et malheureusement, c'est celui qui est mort. Ah et oui. ça a été une catastrophe, vraiment vécu comme une catastrophe par toute la famille. Donc le numéro 2, c'était le prince de Joinville, oui. Qui est donc l'arrière-grand-père de votre grand-mère. L'arrière-grand-père de ma grand-mère. D'accord. Joinville, la princesse de Joinville, était sa cousine. Ah. Qui était la fille de l'empereur du Brésil. Et ils vont avoir sa fille, la fille de Joinville, qui était donc la grand-mère de ma grand-mère, se marie avec son cousin, qui était le fils du duc d'Orléans, le deuxième fils du duc d'Orléans, donc le fils aîné. Donc il y a encore un mariage... de cousins. Un mariage de cousins. C'est de la consanguinité. Qui était le duc de Chartres. Et le duc de Chartres était, pour Proust, c'était un peu la quintessence de la bonne éducation, de la culture, de Proust, dans la recherche. La recherche du temps perdu, oui. Et quelqu'un qui avait servi au moment de la guerre de sécession aux États-Unis. Qui avait un gros défaut, c'est qu'il mangeait 1 kilo de viande rouge tous les matins et il est mort de crise de goutte. Il était assez... Non, il n'était pas très fort. Mais il adorait la viande. Il est mort d'une crise de goutte assez jeune. Oh mince. Et sa femme, donc la duchesse de Chartres, lui a survécu, est morte en 1928, assez tard. Alors pour en revenir, arrière-grand-père de votre grand-mère, c'était le prince de Joinville. C'est lui qui est chargé par Louis-Philippe d'aller chercher les restes de Napoléon Ier à Sainte-Hélène. Oui, il était amiral de France, enfin amiral. Il va chercher les cendres de Napoléon à Sainte-Hélène et il ouvre, on fait ouvrir le cercueil. Et il dit que Napoléon est en parfait état. On avait donc ça, c'est dans votre tradition familiale, il vous a expliqué. Non, il l'écrit dans ses souvenirs, dans ses vieux souvenirs. Vous avez gardé les souvenirs de votre ancêtre. Et on a gardé le journal de bord de la Belle Poule qui allait chercher. La Belle Poule, c'est effectivement ce navire qui est allé le chercher, qui l'a ramené jusque sur la Seine, je crois, c'est ça, et pour le déposer aux Invalides, en fait. Ouais. Donc ça, c'était au moment du rapprochement entre Louis-Philippe et la reine Victoria. Il y avait une grande entente entre... Oui, Louis-Philippe, c'était un peu cette génération de conciliateurs. Il voulait réconcilier un peu l'histoire de France, réconcilier la Révolution, l'Empire, en fait, situer ça dans une tradition. Et la monarchie de Juillet a été une période vraiment, vraiment très intéressante. Les Français considéraient un peu à l'image de ce qui s'était passé en Angleterre. Bon, les Anglais avaient aussi coupé le cou à leur roi, puis ensuite il y avait une monarchie. La monarchie de Juillet, la révolution de 1848 est arrivée un peu comme un éclair dans un ciel bleu. Personne ne s'y attendait. Ça a été une des secousses sismiques de la Révolution française. Il y a eu des répliques de plus en plus assourdies, mais là, en 1848, c'est encore une réplique assez proche de 1789. Alors vous avez dit le prince de Joinville, donc il est allé chercher la dépouille de Napoléon à Sainte-Hélène, donc dans l'Atlantique Sud, pour le ramener. C'était une grande affaire, très médiatisée, comme on dirait aujourd'hui. À l'époque, ça montrait effectivement la volonté de la monarchie de Juillet de reprendre à son compte un petit peu l'héritage de Napoléon Ier. Et notamment, il y avait aussi des anciens de la Grande Armée qui commençaient à devenir retraités, etc., mais qui représentaient une force politique dans le pays, et donc qu'ils voulaient avoir avec lui. Puis ça montrait la réconciliation franco-britannique. Le prince de Joinville, vous m'avez dit, avait fait aussi dans sa jeunesse des voyages en Moyen-Orient, en Orient. Il était aquarelliste, c'est ça Les enfants de Philippe étaient une éducation extrêmement soignée. Ils avaient comme professeur de dessin quelqu'un dont le nom est un peu oublié, qui s'appelait Schaeffer, Harry Schaeffer, qui était un très bon peintre de la monarchie de Juillet. Enfin, ils savaient dessiner, ils écrivaient remarquablement, ils jouaient de la musique. J'ai acquis récemment un document qui m'a amusé, ce sont des témoignages des enfants de félicitations à leur père pour son anniversaire.
Et il y a des lettres qu'ils écrivent à 3-4 ans, mais déjà avec des déliés, une des filles fait une version en hongrois, une autre en latin, une autre en grec. Oui. Ils apprenaient... encore la génération de la dernière comtesse de Paris, elle parlait 7 langues. Chaque jour, à table, on parlait une langue différente. Donc c'était des gens qui étaient un cosmopolitisme extraordinaire. On était... lundi, on parlait le français, mardi, l'espagnol, mercredi, le portugais, le jeudi, l'allemand. Enfin, c'était le vrai moment de l'Europe, en fait. Ils étaient très européens de culture, tout en étant très français. Alors, vous savez, quelqu'un comme Louis XIV avait plus de sang autrichien que de sang français. Oui. Donc, ce qui n'empêchait pas d'être très français. Ah bah. Donc, votre ancêtre, le prince de Joinville, est donc le fils de Louis-Philippe. Donc, pour que nos auditeurs et les téléspectateurs suivent bien, Louis-Philippe est lui-même le fils de Philippe Égalité, celui qui a voté la mort de son cousin à une voix près. C'est le grand divorce. C'est celui qui a fait basculer. Qui a fait basculer ce grand divorce entre les légitimistes. Un crime et les orléanistes. Inouï. Voilà. Ce qui fait. L'histoire de France était assez incroyable quand on y réfléchit. Parce que d'un côté, pour les légitimistes, les orléanistes ne peuvent plus régner sur le trône de France depuis justement que Philippe Égalité a commis ce sacrilège d'être responsable de la mort du roi, en fait. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Et pour les orléanistes, les légitimistes ne peuvent plus régner. Donc le dernier représentant des légitimistes depuis la mort du comte de Chambord sans enfant, en fait, ce sont les Bourbons d'Espagne. Actuellement, celui qui se fait appeler Louis XX. Mais les orléanistes disent, oui, mais là, ce sont des Bourbons d'Espagne. Et depuis le traité d'Utrecht de 1713, qui clôture la guerre de succession d'Espagne, il a bien été défini que le petit-fils de Louis XIV montait sur le trône d'Espagne, Philippe V, mais que toute sa descendance ne serait jamais régnicole en France, donc ne pourrait pas régner. Alors donc pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire, c'est le drame qu'il y a chez les royalistes français. Bon, ça a perdu de son impact, mais ça a eu un gros impact au XIXe siècle et début XXe siècle. C'est que, en fait, il y a deux légitimités qui se déchirent au sein du camp monarchiste. Il y a d'un côté les légitimistes qui sont favorables à la descendance directe de Louis XIV et Louis XV, de Louis XIV, excusez-moi, et de Philippe d'Espagne maintenant, et qui estiment donc qu'ils ont la légitimité, j'allais dire, divine, puisque le crime commis par Philippe Égalité, c'est un crime de nature religieuse, en fait, puisqu'il était... Alors que les orléanistes, eux, se prévalent du droit, puisque le traité d'Utrecht, en droit, fait que le seul descendant légitime pour monter sur le trône de France, c'est aujourd'hui Monseigneur le comte de Paris, qui est le descendant direct de Louis-Philippe, qui est un de vos cousins, en fait. Donc, en fait, on a... D'ailleurs, la justice française a tranché, je crois, dans les années 50, et a reconnu que le vrai héritier du trône, c'est le comte de Paris. Juridiquement, il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question. C'était même pas une question pour le comte de Chambord. Le comte de Chambord avait fait du comte de Paris de l'époque son successeur, en fait, son successeur. Alors, donc, vous descendez, si on remonte de Philippe Égalité, mais Philippe Égalité lui-même était donc le fils du régent. Philippe Égalité était ou le petit-fils du régent. Petit-fils du régent. Donc le régent, celui qui succède à Louis XIV, le 1er septembre... Était le neveu de Louis XIV. C'est la troisième branche d'Orléans, en fait. C'était le neveu de Louis XIV. Donc à partir du 1er septembre 1715, lorsque Louis XIV décède, donc il y a le testament d'ailleurs de Louis XIV est brisé. Il ne voulait justement pas que ce soit le régent qui fasse l'éducation de son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, mais donc c'est le régent. Et au-dessus du régent, en fait, eh bien, on tombe sur... le frère de Louis XIV. Monsieur frère du roi, marié à la princesse Palatine. C'est ça, monsieur frère du roi, dont le goût n'était pas forcément celui des femmes. Oui, oui. Il y a des passages assez drôles de Saint-Simon. Oui, son goût n'était pas... Il le décrit avec des bagouzes et des boucles d'oreilles et des... Et bon, ce qui n'a pas empêché d'avoir le régent comme enfant et de se marier avec une femme qui était colossale. Ah oui, mais elle était bavaroise, elle était allemande. Bavaroise, oui, c'est ça. Ce qu'on appelle la princesse Palatine,
et qui était un peu, enfin qui était tonitruante. Enfin, oui, ces lettres sont inouïes. Et qui aimait beaucoup Louis XIV, et Louis XIV aimait bien. Oui. C'était un grenadier, enfin. Donc c'est quand même une de vos allioles en style ligne directe. Un petit peu, oui. Vous descendez de la princesse Palatine. Un petit peu, moi, tout ça. Quand même. Tout ça sont les hasards de la naissance. Vraiment, j'y attache pas plus d'importance que... Oui, mais quand même, pour des gens amateurs de l'histoire de France, c'est quand même assez vraiment, c'est intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même... L'histoire, c'est aussi des êtres humains, c'est de la chair, c'est du sang, etc. Et donc, en fait, au-dessus, c'était Louis XIII et Anne d'Autriche. Donc, vous descendez de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Ah oui, puis ensuite, on remonte assez loin. Henri IV, etc., etc. Oui. Bon, mais ça doit représenter 1% de mon sang. Mais bon, on lit forcément l'histoire de France de manière un tout petit peu différente. Et puis, cette période, la monarchie de Juillet est une période qui est vraiment très passionnante. Pour avoir travaillé un peu sur les comptes rendus de la Chambre des députés de l'époque, on avait une chambre de députés, mais absolument composée de gens remarquables. Les Tocqueville, les Victor Hugo, les Garnier-Pagès, enfin, c'était inouï. Et vraiment une recherche de l'intérêt général. Les gens se parlent avec une extrême courtoisie, et puis on sent ce souci de l'intérêt général qu'on sent peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui. Et... Ça, c'est votre côté humoristique, enfin ironique, parce que c'est quand on lit le journal des débats, le roi est totalement... ses activités sont inexistantes, sauf en cas de crise. Et on peut mettre au crédit de la monarchie de Juillet, ce qui a été un peu oublié, c'est qu'il y avait eu une grave crise politique avec l'Angleterre sur l'affaire d'Égypte, et qu'on a vraiment frôlé la guerre, et que Louis-Philippe a mis tout son poids pour éviter cette guerre. Ça a été le début de l'entente cordiale avec l'Angleterre, mais on a été très proche d'une guerre qui aurait coûté sans doute cher à la France. Napoléon III n'a pas pu résister à la volonté populaire, et ça a été des désastres. Oui, avec la Prusse, oui. Ouais. C'était pas avec l'Angleterre, avec la Prusse, avec la guerre de 1870. Et là, Louis-Philippe s'était opposé à son peuple, parce que le peuple était assez... On va en montrer à l'Angleterre. Louis-Philippe avait su calmer le jeu. Il avait aussi bien réglé, je crois que c'est l'incident Pritchard, au sujet de la Polynésie. Ah, là, vous m'apprenez quelque chose. Je ne connais pas. Si, parce que la Polynésie, aujourd'hui, ce qui est la Polynésie française, avait été découverte par Wallis, puis par Bougainville, qui était passé derrière, en 1767-68, puis par le capitaine Cook. Et puis après, dans les années suivantes, c'était la Société missionnaire de Londres, qui était donc des prêtres anglicans, des missionnaires anglicans, qui sont venus venus évangéliser le Pacifique Sud. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle des îles de la Société. En fait, c'est la Société missionnaire de Londres. Et ensuite, les Français sont arrivés plus tard, dans les années, je crois, 1820, avec la Société des frères de Picpus, les frères maristes, donc eux, catholiques, sont allés s'installer là où il y avait encore un peu de la place, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, la Wallis et Futuna. La Nouvelle-Calédonie qui avait été rattachée à la France en 1853 par Napoléon III, pour servir de bagne plus salubre que la Guyane. Wallis et Futuna, qui je crois c'était des royaumes qui étaient un peu laissés de côté, donc les frères maristes sont allés français. Et puis ils sont venus en Polynésie pour aller concurrencer les anglicans. Donc c'est monté très haut, parce qu'il y avait un pasteur, je crois, qui s'appelait Pritchard, qui voulait que le Royaume-Uni déclare sa possession sur la Tahiti et la Polynésie, et les frères maristes voulaient que ça soit pour la France. Donc c'est allé très très haut, et je crois savoir que les Britanniques, c'est allé presque jusqu'à la guerre, sauf que donc Louis-Philippe s'entendait bien avec la reine Victoria, et que vu par les lords de l'amirauté, Tahiti, à l'époque, on ne pensait pas les plages, on ne pensait pas les vailliner. On voyait est-ce que oui ou non c'était intéressant du point de vue des routes commerciales. Non. Les routes commerciales, Fidji, depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'était Fidji et San Francisco. Il n'y avait pas besoin de faire un détour. Donc, ils ont dit, bon, allez, si ça plaît aux Français, c'est comme ça qu'ils nous ont laissé l'île de la Réunion, par exemple, en gardant l'île Maurice. Eux, la seule chose qui comptait, c'était d'avoir des ports sur les routes commerciales. Donc, ils ont laissé à cette occasion, et Louis-Philippe a joué, là aussi, un rôle, je crois, de modération. C'est pour ça que la Polynésie est française. Que serait la France sans la Polynésie et sans Tahiti ? Sans les vailliner, là. Sans les vailliner.
Vous avez eu ensuite, alors plus récemment, vos ancêtres, vous avez eu une grand-mère, je crois, vous m'avez dit. Alors j'ai eu une grand-mère qui était une personnalité qui était vraiment très, très marquante, qui était quelqu'un extrêmement, qui adorait la vie, qui adorait la nature, qui adorait la chasse, et qui était extrêmement patriote. Et alors, en 1940, ça a été le désastre, et ça, elle ne supportait pas. Elle ne supportait pas l'idée d'être envahie par l'Allemagne. Et la maison a été perquisitionnée assez tôt, en 1941. Et à Rambuteau, le château. Rambuteau. Pour une raison qu'on n'a jamais, mais vraiment une perquisition, on a fouillé tous les papiers, une perquisition. Ma grand-mère avait été bouleversée, mes grands-parents avaient été bouleversés. Elle avait écrit à Pétain, Pétain avait été en garnison avec son père à Saint-Cyr, une lettre avec plein de points d'exclamation en disant qu'elle aurait 1000 fois préféré que ce soit l'ennemi plutôt que les agents du gouvernement, etc. Et du coup, ils avaient basculé assez tôt dans la résistance, mais une résistance à la campagne qui a pris de l'ampleur au moment du STO, mais elle n'était pas très discrète. Elle crachait sur les soldats allemands dans la rue. Enfin, bon. C'était vraiment c'était viscéral, absolument viscéral. Puis en 1944, pratiquement au moment du débarquement, des aviateurs anglais sont arrivés, amenés par la gendarmerie du village d'à côté, enfin de la petite ville d'à côté, qui parlaient anglais avec des stems, etc., en civil, alors qu'ils ont caché. Catastrophe. C'était des Allemands déguisés, des gestapistes déguisés en soldats anglais. Ils sont arrivés. Ma grand-mère a dit « Nous sommes refaits, ce sont des Boches ». Toute la famille s'est retrouvée devant la maison, lance-flammes et mitrailleuses. Ils avaient déjà fusillé la maison d'à côté et brûlé la maison d'à côté. Et par chance, l'officier allemand qui dirigeait cette petite escouade rentre dans un bureau. Il y avait un vieux laissez-passer de 1813 qui avait été donné par le généralissime des armées austro-prussiennes à l'ancêtre préfet pour lui permettre d'aller de Suisse à Saint-Étienne. Et il a respecté ça, donc il n'a pas brûlé la maison ni fusillé la famille grâce à ce vieux papier. Grâce à ce papier de 1813 qui avait été fait au bénéfice de celui qui allait devenir le prêtre de Paris dont on a parlé tout à l'heure, et qui était chambellan de Napoléon, c'est bien ça. Un officier en 1944 va respecter la parole de... C'est écrit en allemand. En allemand. Bin, Prince et Zu von Schwarzenberg. Bon, Schwarzenberg, c'était les... Enfin bref, ils partent après, ils vont faire tout un périple en France, prison de Moulins, puis Lyon. Ma grand-mère déposera au procès de Barbie qu'elle avait croisé dans une prison, puis ensuite ils sont déportés. Ma grand-mère partira à Ravensbrück, et mon grand-père et ses deux fils, dont mon père qui avait 17 ans à l'époque, j'étais quand même assez jeune, à Buchenwald. Mon grand-père mourra, et ma grand-mère... était rentré, il n'en parlait jamais. Je n'ai jamais entendu. La seule fois où je l'ai entendu, c'était... Ravensbrück, c'était le camp de concentration pour les femmes. Oui, qui était très dur. C'était un peu comme Auschwitz. Il y avait une chambre à gaz et des sélections périodiques pour la chambre à gaz. C'était vraiment un camp... ils étaient classés... Le camp d'extermination pur et simple, c'était le numéro 1, c'est-à-dire on arrivait, on était gazé, il n'y avait rien. Le camp numéro 2, c'était le camp de travail avec une chambre à gaz. C'était le cas d'Auschwitz et de Ravensbrück. Et le camp numéro 3, c'était des camps de travail qui étaient aussi très durs, mais il n'y avait pas de chambre à gaz. C'était le cas de Buchenwald. Donc ma grand-mère, venant quand même d'un milieu extrêmement privilégié, se retrouve dans un environnement inouï. Et elle a été, au travers des témoignages de ses amis, encore une fois, elle n'en parlait jamais, elle a été vraiment unanimement appréciée. Alors, deux anecdotes. La première, c'est que il y avait un grand atelier de couture où il fallait coudre des milliers de boutons par jour, ou des centaines de boutons par jour. Et on lui avait confié une machine à coudre et elle avait cassé l'aiguille. Elle s'était fait rosser, mais rosser à mort par le psychopathe Capot. Elle ressemblait, disait-elle, disait une de ses amies, à un cacatoès. Alors du coup, pour se venger, elle mettait des aiguilles dans les braguettes des uniformes, parce qu'il fallait bien saboter comme on pouvait. Et ça faisait rigoler les Françaises du coin. Et puis la deuxième anecdote que j'ai retrouvée très récemment dans un livre qui date de 1945 d'une de ses amies, qui s'appelait Simone Sinclair, qui tenait une espèce de journal. Un jour, Simone est très malade, elle a des bubons, elle est sélectionnée pour la chambre à gaz, et ma grand-mère lui dit « écoute, je vais venir avec toi. J'ai brûlé tous mes vaisseaux », l'autre essaie de la dissuader « Non, je veux... »
alors qu'elle avait des enfants, un mari, etc. Elle avait décidé. Mais par miracle, la Simone en question est orientée vers le Révier, c'est-à-dire l'infirmerie plutôt qu'à chambre à gaz. Et bon, elle s'en sort. Et elle aura des amis, là, c'était à Ravensbrück, il y avait Geneviève Antonios, il y avait... Ah oui, Geneviève Antonios de Gaulle qui est au Panthéon. Germaine Tillon, elle est très liée à Germaine Tillon, Annette Postelvinet et Marie-Claude Vaillant-Couturier. Donc bien que d'ascendance très aristocratique, elle avait fait amitié avec des communistes, en fait. Eh oui. Elle aimait bien les communistes. Elle aimait bien les communistes. Elle préférait 1000 fois mieux les communistes, disait-elle. Ça qu'aux démocrates chrétiens. Elle préférait les communistes aux démocrates chrétiens. Elle n'aimait pas... C'était un esprit assez entier. Et évidemment, de retour après-guerre, on retrouvait toutes les combines, les arrangements, tous ces gens qui se recyclaient en politique. C'était pas du tout son style. Alors elle va être la première femme vice-présidente du Conseil général en France. On lui propose la députation, mais elle ne donne pas suite. Et puis en rentrant, quand elle retrouve sa fille, elle dit « Je veux vivre, maintenant je veux vivre ». Et honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de toute cette période qui était assez inouïe et où elle a eu un comportement absolument irréprochable. Et au procès de Barbie, elle va témoigner. Et elle était dans une cellule où il y avait un chanoine qui avait été, disait-elle, qu'elle avait vu arriver d'une séance de torture totalement désarticulée, démantibulée, et qui est d'ailleurs fusillé le lendemain, et accompagnée par quelqu'un qui devait être Barbie. Et elle dit simplement, il y a trop de temps qui a passé là, je ne peux pas reconnaître, même si c'était très vraisemblablement lui, elle dit, je ne peux pas assurer que c'était lui, quoi. Mais elle fera ça. Mon père refusera de témoigner, son père, parce que ça remuait trop de mauvais souvenirs. Oui. Et ma grand-mère dira, j'ai fait ça pour mes amis, pas pour moi, mais pour mes amis. En souvenir de... elle était quand même assez fidèle. C'était des périodes assez exceptionnelles, mais avec des personnalités aussi assez exceptionnelles. Enfin, franchement, assez exceptionnelles, qui marquent forcément un enfant, et puis ensuite un adulte, quoi. Alors, Patrice de Rambuteau, merci pour tous ces témoignages qui sont quand même extraordinairement intéressants. Moi, depuis que je vous connais, je vois en vous quand même une espèce de résumé ou de quintessence d'une partie de l'histoire de France. Vous avez quand même une illustration familiale assez extraordinaire qui touche un peu à beaucoup d'événements qui ont frappé la France depuis plusieurs centaines d'années. Aujourd'hui, comment vous voyez la situation de la France ? C'est simple, j'aime mon pays, j'adore la culture française et je suis triste. Je suis vraiment attristé par l'état du pays et par cet affaissement continu et on se demande jusqu'où on va tomber. C'est une certaine tristesse. Mais enfin, la France en a connu d'autres et je pense qu'elle va se retrouver. De Gaulle, en 1940, devait être dans un état aussi d'abattement inouï. Ça n'a pas empêché de rebondir, de faire rebondir le pays. Et j'ai confiance. Vous avez confiance. Alors, je vous ai proposé, vous avez accepté tout de suite, d'être sur notre liste aux élections européennes, liste Asselineau, Frexit. Vous allez être avec des membres de l'UPR, puis avec des gens qui ne sont pas de l'UPR, avec le général Roure, avec un sénateur communiste. Donc vous, le descendant de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, ça ne vous gêne pas d'être listier? Ma grand-mère, avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, elle se tutoyait. Marie-Claude Vaillant-Couturier, c'était une communiste, mais vraiment pure et dure. Ah oui, c'est une stalinienne. Oui, une stalinienne. Et à Ravensbrück, ils se sont fait libérer par la Croix-Rouge, puis ensuite par les soldats américains. Et elle a refusé d'être libérée par les soldats américains. Elle a attendu, typique au dernier degré, d'être libérée par les soldats russes. Ce qui était quand même du genre inouï. Mais c'était quand même... Donc vous avez ça suscitait une certaine admiration, même dans cet excès, quoi. Enfin bon. Donc vous allez être sur notre liste, donc vous allez nous apporter justement un peu toute cette
image, toute cette image de l'histoire de France, cette volonté de se battre pour notre pays quand il en a vraiment besoin, au-delà des clivages, des classes sociales, des histoires personnelles, des origines professionnelles, ethniques et tout ça. Donc vous êtes sur cette... Oui, je suis pour les... Enfin, ça paraît un peu bête de dire ça, mais je suis pour les gens de bonne volonté, en fait. Et la bonne volonté pour le pays, j'y crois. Je crois qu'on peut rassembler beaucoup de monde autour de ce thème. Je crois beaucoup. Hein. Je vois qu'en ce moment, quand je fais des réunions publiques, il y a beaucoup de monde. J'étais il y a récemment sur CNews, quand j'ai été interrogé par les journalistes, il y avait un gros malaise parce que... il y avait un malaise parce qu'ils savent très bien qu'ils ne me donnent jamais la parole. Et ils l'ont donné contraint et forcé parce qu'il va quand même falloir qu'ils montrent un petit peu à un moment ou à un autre. Ça faisait 2 ans qu'ils m'avaient donné 0 seconde. Donc pour une télévision qui prétend respecter la liberté d'expression. Mais le malaise, à mon avis, venait de plus loin. On avait le sentiment de journalistes qui sont un peu sous terreur, comme s'ils devaient tenir un rôle, tenir un discours, tenir un narratif dans lequel, dans le fond, ils ne sont pas sûrs de la réalité. Je crois que ce qui nous concerne, ce qui nous caractérise à l'UPR, mais je vous connais quand même depuis longtemps, ça vous caractérise aussi, c'est une certaine liberté de pensée, liberté d'esprit, très française en fait, hein, d'indépendance d'esprit et de ne pas se laisser dicter une conduite, ne pas se plier devant la terreur. Oui, je suis choqué. Enfin, personnellement, je suis choqué de ce peu d'accès que vous avez aux médias, entre guillemets, nationaux. Enfin, alors que vous représentez votre intelligence, votre culture, votre programme, vous êtes le seul à être clair sur les enjeux européens. Je pense que les gens ont peur simplement de discuter et d'essayer de contredire quelque chose qui est difficile à contredire. Et que les questions que vous posez méritent vraiment d'être posées et méritent d'être adressées au peuple et que le peuple décide. Écoutez, bienvenue, on est tous ravis. Je vais vous laisser j'espère que nos téléspectateurs auront appris des choses avec moi de tout ce que vous nous avez expliqué. Et puis si vous me permettez encore un tout petit... Je vous en prie. Tout petit... vous savez, Philippe Auguste et plus tard Philippe le Bel, un principe qui a vraiment dominé la royauté française, c'est le roi est empereur en son royaume. Oui. C'est le roi décide chez lui. Aujourd'hui, vous remplacez le roi par le peuple français doit décider chez lui. Ça, c'est vraiment une tradition française qui me paraît fondamentale. Et dans les enjeux européens, etc., la résistance à l'impérialisme extérieur, il faut y aller. On va y arriver. Merci Patrice de tout votre témoignage, de votre soutien merci. Et d'être, n'appelez pas président, sinon moi je vous appelle Monsieur le Comte. Hein. Alors, Monsieur le Comte, merci pour votre soutien. Et puis on aura d'autres surprises bientôt parmi les gens qui rejoignent notre liste. Voilà. En fait, c'est la liste la plus ouverte à des personnalités venant de tous les horizons, mais qui ont compris que cette fois-ci, là, c'est du sérieux. Hein, en fait, le pronostic vital de la France maintenant est engagé. Donc c'est vraiment du sérieux. Il ne faut plus rigoler sur ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Et puis à bientôt. Et puis vive la France.